Laurent Roland Tonekes, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs internautes. Bonjour, Oumar Dianjou, bonjour. Bonjour, Oumar Dianjou. Bonjour, Maurice. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Carole Olaye me cède sa place en attendant de la reprendre demain. De quel sujet allons-nous parler? Les quotidiens ont abordé plusieurs sujets ce matin. Démarrons donc par la visite du président de l'Assemblée nationale au centre hospitalier international de Calavi qui a été émerveillé. Je pense quand même qu'il y a une phrase qui a retenu mon attention à la une du quotidien Les 4 vérités. Rebecca qui est à la réalisation. Les 4 vérités. Oui, l'on nous dit que le chic est tout simplement un rêve accompli. Laurent Roland Tonekes, un rêve accompli, mais est-ce que tout le monde aura accès au chic? Je crois que la question de est-ce que tout le monde aura accès au chic, c'est la question mérite d'être posée aux gouvernants, à ceux qui ont réalisé le chic. Mais déjà pour le premier constat, c'est qu'il faut se réjouir de ce que le chic a été réalisé au Bénin, parce qu'on sait très bien ce que ça nous coûtait les évacuations sanitaires, à proprement parler. Et d'ailleurs, l'idée du chic aussi, c'est de permettre à ce que même dans les pays de la sous-région, des gens qui devraient être en fait évacués vers la France et autres doivent se référer au chic au Bénin maintenant pour se faire traiter. Parce qu'il y avait un constat qui avait été fait notamment en Europe et précisément en France, c'est que chaque fois que quelqu'un va là-bas pour se faire soigner, il ne revenait plus. Beaucoup de personnes sont allées en France par des évacuations sanitaires, mais n'ont pas cru devoir revenir au pays après parce que, oui, finalement, il y a des possibilités de rester, de chercher à rester là-bas, à travailler. Et sachant très bien que la dynamique en Europe aujourd'hui, c'est moins d'immigrants dans leur pays. Et donc, le chic participe de cette volonté de traiter maintenant ceux qui méritent doivent suivre des interventions hors de l'Afrique, que ces personnes soient traitées au Bénin. Donc, déjà, en l'état, on peut se réjouir de cela. Il se dit aussi que, parce que les évacuations sanitaires, ça coûte des milliards sur des milliards. D'ailleurs, vous savez très bien que c'est parfois, à bien des égards, c'est peut-être une niche, une poche de corruption, bien évidemment, dans bien des cas. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, le chic qui est réalisé permet de traiter quand même les gens sur place. Et ça va nous revenir moins cher. Et en même temps aussi, le Bénin devient en réalité un pôle en quelque sorte. Un pôle, parce oui. Que d'autres personnes peuvent venir d'ailleurs. D'autres pays de la sous-région peuvent venir au Bénin pour se faire soigner. Donc, en l'état, pour ça, on ne peut que se réjouir de ce que, oui, ça va participer à mieux gérer nos ressources en interne. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que, oui, véritablement, vous posez la question, tout le monde se pose la question. L'évacuation n'était pas à la portée de tout le monde. Et justement. Le chic est un hôpital. Oui, mais le problème, c'est que on peut évacuer des gens, où on peut soigner tout type de maladie, ça veut dire quand même que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut préciser, c'est que quand même, ceux qui, la plupart du temps, c'est des fonctionnaires d'État qui avaient cette chance-là le plus souvent, ou des cadres. N'oubliez pas que la plupart de nos gouvernants, malheureusement, ne se font pas soigner ici. Et donc, j'estime véritablement que si on a le chic aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'une autorité décide d'aller se faire soigner en Europe. En réalité, ça doit commencer par là. Ce n'est pas à eux que ça doit commencer. Ils doivent pouvoir nous montrer ce bien. Puisque nos sous qui sont envoyés là-bas seront utilisés ici, on verra bien clair. Maintenant, oui, vous savez, il y a des pathologies qui nécessitent des interventions spéciales. Et ce n'est pas tous les centres de santé qui peuvent faire ça au Bénin. Il faut, à un moment donné, quand ça va dépasser le niveau peut-être du CNHU Hubert Koudkoumaga aujourd'hui, il faut peut-être référer ça au chic dans une certaine mesure. Je pense qu'en l'état, on ne peut que se réjouir. Seulement qu'il va falloir maintenant s'assurer qu'au-delà de tout, même si ce n'est pas aisé d'aller là-bas parce que peut-être le coût du traitement, certaines choses, il faut revoir, faire en sorte que ce soit accessible même au dernier des Béninois, parce que quand vous avez besoin de certaines interventions, malheureusement, faute de moyens, vous succombez. Absolument. Mais ailleurs, c'est que ce n'est pas ça. On peut vous soigner d'abord. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Et le plateau technique au chic, au moins, rassure de ce que, au moins, on peut être sûr, puisque dans notre centre de santé, qu'on le veuille ou non, le plateau technique n'est pas encore ce que ça doit être.
le chic étant réalisé en tenant compte des normes internationales, je pense que c'est une chance pour nous. Et donc, si c'est une chance pour nous que c'est au Bénin, en réalité, aucun Béninois ne devrait encore succomber parce qu'il faut de moyens, en réalité. Donc, je crois que quand les gens posent la question de savoir est-ce que c'est accessible à tout le monde, il revient au gouvernement de réfléchir, de trouver le juste milieu pour que ce soit accessible à tous. Ce n'est pas qu'on va amener des gens qui ont une fièvre là-bas ou quelqu'un qui dit « bon, j'ai mal au pied, j'ai joué hier, j'ai fait une entorse, je dois aller là ». Non, ce n'est pas ça. Mais dès lors qu'un Béninois quand même a un cas assez urgent, faute de moyens, on ne doit pas quand même dire « bon, il n'a pas les moyens, le chic, il faut… » Non, non, en réalité, je pense que c'est une chance pour nous que ce soit réalisé ici, que le Bénin ait pu réaliser ça, et donc ça doit pouvoir servir à tous les Béninois. Oumar, je me retourne vers vous. Oui, un hôpital de, comment dire, ce rang, aussi équipé, modernisé pour régler les problèmes au-delà du Bénin. Je me demande si nous aurons les cadres, les médecins qu'il faut, les spécialistes dignes du nom pour pouvoir faire le travail, lorsqu'on sait que quand même aujourd'hui les spécialistes sont sollicités un peu partout. Il peut quitter le Bénin pour aller intervenir en France, il peut quitter la France et aller en Martinique, il peut, voilà. Encore que le problème de pénurie de médecins se pose ailleurs. J'espère réellement qu'on pourra avoir les médecins qualifiés qu'il faut pour être présents dans cet hôpital de référence pour régler les problèmes. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes à ce niveau? Non, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude pour les raisons que vous avez citées justement. Ceux qui sont aujourd'hui en France, qui soignent les gens, la grande majorité, on a même dit qu'en Ile-de-France, il y a plus de médecins béninois qu'au Bénin même, tu as dit, dans les hôpitaux du Bénin. Donc moi, je me dis qu'on a des gens qui peuvent le faire. Et parmi eux, je sais qu'il y a des gens qui sont très patriotes, qui ne vont pas hésiter une seule seconde à venir et se mettre au service de leur nation, de leur pays. Le pays qui les a formés à ses frais. C'est aux frais du contribuable béninois que les médecins béninois sont formés. Ça, il faut le répéter. Et je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment patriotes pour pouvoir donc rendre au pays ce que le pays leur a donné. Même si on ne peut pas le rendre intégralement, c'est vrai que c'est leur intelligence, c'est vrai que c'est leurs parents qui ont fait le nécessaire pour le mettre à l'école et tout, mais le pays a contribué. Et je pense que quand le pays appelle comme ça, je suis sûr qu'il y a de bons patriotes qui reviendront et qui viendront donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences donc à la nation. C'est ça, c'est quelque chose, moi, sur lequel je ne doute pas un seul instant. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est que les autorités mettent également à disposition les moyens qu'il faut pour pouvoir retenir ces personnes-là. Parce que c'est vrai, on créera hôpital de référence. Si on a pu investir autant d'argent pour avoir du matériel à la pointe de la technologie, il faudra également mettre sur ces matériels-là les personnes compétentes. Donc ça aussi, ça a un coût. Les personnes les plus intelligentes, les meilleures d'entre nous, ça a un coût. Il faut les retenir parce que, bon, le monde est concurrentiel. Hein. Nous sommes dans un monde capitaliste. Vous avez le meilleur chez vous, vous ne savez pas l'utiliser. L'autre va l'attirer vers lui et va lui payer ce qu'il lui faut. Et puis, le chic, on a dit tantôt, ça va permettre à l'État également de gagner, de faire, comme on appelle, de ne pas dépenser la gabegie qu'on observe lorsque les gens sont obligés. C'est de la gabegie en ce qui me concerne. Parce qu'on devrait normalement créer nous-mêmes nos hôpitaux. Mais on ne les crée pas, on préfère évacuer nos personnalités vers l'extérieur en payant des sommes folles que même les Européens eux-mêmes ne payent pas pour se soigner. Parce qu'il faut prendre l'avion, il faut prendre des hôtels là-bas peut-être pour les accompagner, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on paye parce que tout simplement, on ne veut pas que nos autorités... Et donc, si on a, comme on appelle là dans la suite hôpital chez nous, ça va permettre déjà de régler ce problème-là de dépenses vraiment qui, en ce qui me concerne, restent des dépenses inutiles. On aurait pu garder cet argent-là et créer des hôpitaux ici. Et la deuxième chose, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas, pour que ce que dit le député qui dit et c'est un rêve accompli, pour moi, pour que le rêve soit véritablement accompli, il faudrait que ce soit accessible à tous les Béninois sans exception. Ça, je le dis, mais avec beaucoup. Il ne faudrait pas que ce soit quand le ministre va tomber malade que lui ait accès et quand Oumar Adé-Anjou tombe malade, Oumar Adé-Anjou ne peut pas aller se soigner au chic alors qu'ils ont peut-être la même maladie. Si vous avez les moyens, vous y irez. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Il ne faudrait pas que ce soit seulement une histoire de moyens. Sur le plan sanitaire, moi je pense qu'aujourd'hui, sur le plan sanitaire, c'est un devoir régalien que l'État doit prendre vraiment à bras le corps, comme le font les pays les plus industrialisés.
Je ne sais pas si vous comprenez. En France, tu tombes malade, tu as un cancer, je ne sais pas moi, tu as une maladie très grave. Si vous êtes éligible à la prise en charge, au-delà de l'éligibilité, moi je dis, être évacué au Chili, voilà, ça se fera. Quand vous parlez d'éligibilité, déjà il y a une sélection. Mais moi j'estime que un Béninois, c'est un Béninois. Qu'il ait 7 ans, qu'il ait 8 ans, qu'il ait 10 ans, qu'il soit de la classe populaire ou de la classe... Est-ce que c'est tout le monde qu'on envoyait en évacuation? Mais non. C'est pas tout le monde qu'on envoie. Je suis complètement d'accord. Je pense que dans notre tête, il faut que ça soit clair. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais comprenez également ma vision. Regardez les hôpitaux où on envoie nos évacués, ceux qu'on évacue là, nos personnalités qu'on évacue à l'extérieur. C'est n'importe quel Français qui va se soigner là-bas quand il a cette maladie-là. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas confirmer. Oui, si, confirmez, soyez tranquille, vous pouvez confirmer. En France, on se soigne. Même quand il y a le cancer, déjà les prises en charge, tout ça, c'est en place. On vous a dit qu'ils sont les plus riches. Donc pour moi, pour que ce soit vraiment le rêve accompli, il faut qu'on en arrive à cette étape-là. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être. Donc pour moi, pour le moment, je dis bravo au gouvernement. C'est une très belle chose qu'on fait. Mais pour que le rêve soit véritablement accompli, pour moi, il faudrait que n'importe lequel des Béninois puisse rentrer au Chic et dire, voilà, pour telle maladie, ici, là, je suis tranquille. L'État me prend en charge. Et lorsque nous allons arriver à cette étape, je dirais le rêve accompli. Mais pour le moment, je dis bravo au gouvernement. C'est une très bonne chose que le Bénin devienne une référence sur le plan sanitaire. Lorsqu'on va devoir évacuer des gens et qu'on puisse dire, OK, envoyez-les au Bénin. Le Bénin, c'est là-bas qu'il y a tel spécialiste. Telle spécialité est très évoluée là-bas. On a les appareils qu'il faut là-bas. C'est un honneur, c'est une fierté pour tout Béninois. Je suis complètement d'accord. Donc, bravo pour cette étape-là. Mais l'étape suivante, pour que le rêve soit véritablement accompli, il faudrait que nous tous, nous puissions, quand le cas est réel, quand le cas est là, et qu'on sait que c'est seulement le Chic qui peut s'en occuper, que n'importe quel Béninois puisse dire, je suis tranquille, il faut qu'on y aille. Laurent sur ce plan. D'accord. Très bien. Laurent, on va passer à un autre sujet. On ira à la une du quotidien Fraternité avec la complicité de Rebecca qui est à la réalisation ce matin. Et Gérard est au son. Laurent Roland-Tonniquet, son nom nous parle de l'alerte de Météo Bénin, les risques d'inondation et de sécheresse, les prévisions climatiques 2025. On remarque donc que dans quelques jours, peut-être, les premières pluies vont commencer. On a vu quand même que le gouvernement a travaillé à ce que Cotonou soit aménagé. Vous avez vu Setovie, vous avez vu d'autres quartiers. Est-ce que ce sera quand même la première épreuve, selon vous, avec le démarrage des pluies, pour voir l'efficacité de ces travaux réalisés à Cotonou? Vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a des grands travaux, le plus souvent, c'est qu'il y a rareté des pluies. Parce que les pluies doivent perturber, si les pluies doivent perturber les travaux, il faut quand même mettre en place des mécanismes pour empêcher la pluie de tomber. Et donc après, on accumule. Et quand les pluies commencent, c'est difficile à gérer. Donc oui, vous faites bien de poser la question, c'est là, ça va être une épreuve peut-être que nous allons vivre dans la ville de Cotonou et dans les villes environnantes, où on a connu les travaux d'asphaltage, où on a eu une rareté de pluie dans une certaine mesure dans des périodes données. Donc oui, ce qui est réalisé à cette vie, c'est beau, c'est bien, il faut apprécier quand même. Et les voies réalisées d'asphaltage dans certaines localités de Cotonou, dans certains coins de Cotonou. Mais aujourd'hui, est-ce que si la pluie vient, est-ce qu'on pourra... en réalité, ça va être vraiment le premier test grandeur nature pour les travaux qui ont été réalisés, notamment quand vous regardez ce qui a été fait à cette vie qui sort par FIFADI, c'est pour recueillir les eaux de ruissellement. Mais moi, j'ai déjà soulevé un problème par rapport à cette localité. C'est quoi? Que ce soit cette vie, que ce soit même Godomé, jusqu'à Godomé ici, derrière l'échangeur, quand vous quittez derrière le stade pour sortir par... oui, ce qui débouche sur le pont de Nokwe. Voilà, qui débouche sur votre pont zone là. Oui. Voilà, vous allez voir que les infrastructures ont été réalisées en hauteur. Oui. Et les maisons sont très basses. Oui. Ce qui veut dire que... Je me suis amusé à me promener dans cette zone la dernière fois. J'ai vu que beaucoup ont abandonné leurs maisons. Oui. Parce que les maisons sont en bas plus que les infrastructures. Donc les maisons sont inondées dès qu'il pleut. La période de crue, petite période de crue qu'on a connue a fait que certaines maisons étaient inondées. Oui. Mais ça, c'est juste, je dirais que c'est pas encore ça. Quand les pluies vont commencer, vous allez voir que beaucoup de maisons seront submergées. Donc, il faut repenser l'urbanisation de Cotonou. Au-delà de ce qui a été réalisé comme infrastructure, il faut trouver un mécanisme de rappeler aux propriétaires de ces maisons de reprendre leur construction.
purement et simplement. Ils doivent de remonter, remonter les maisons autrement. Qui seront au-dessus des voies. Oui, parce que s'ils ne le font pas, quand les pluies vont commencer, ils vont commencer à crier, appeler au gouvernement, alerter pour dire le gouvernement n'a qu'à venir. Mais je pense que maintenant qu'on a réalisé les infrastructures et que vos maisons sont très basses, dans une certaine mesure, il vous revient. J'ai vu des maisons où les gens ont repris totalement les constructions en remontant déjà et en mettant du sable pour remblayer. Et puis après, ça leur permet, quand il n'y aura plus, il n'y aura pas de problème. Parce que vous prenez le pont qui soit pas de Nokoué là, en tout cas à Kendoni, je ne sais pas là, vous allez voir des maisons là-bas de ce côté-là, juste derrière, vous allez voir qu'en réalité, moi, il y a un monsieur même qui d'ailleurs là, qui nous suit certainement ce matin, qui dit que quand il n'y a plus, chaque fois sa maison est inondée. Mais là maintenant, après ces travaux réalisés là, est-ce qu'il pourra tenir dans cette maison? Donc vous devez descendre à cette vie, exactement la même chose, cette vie derrière ce G, corps, jusqu'à la limite, toutes les maisons qui sont là aujourd'hui, s'il pleut, la probabilité est très forte que ces maisons-là soient totalement submergées, ne font rien. Et donc après, on dira le gouvernement. Je pense qu'il revient à chaque propriétaire de prendre cette disposition pour ne pas subir le pire. Oumar, est-ce que l'État devrait attendre que les gens rehaussent le niveau de la maison avant de faire ces travaux, ou bien il doit aller en appui à ces gens-là qui doivent donc également réaliser des travaux de leur maison après les infrastructures? Oui. Enfin, la contribution doit venir de tous à mon niveau. Ce n'est pas seulement l'État qui doit tout faire dans le pays. Toi-même, tu as ta propre je sais pas moi, construction. Tu dois faire le nécessaire pour ne pas être gêné donc, par les intempéries. Donc, de manière très naturelle, chacun doit pouvoir se mettre au travail aussi pour essayer donc d'améliorer son cadre de vie. Mais au-delà de tout cela, moi, je tiens quand même à saluer le travail qui est en train d'être fait par les autorités à travers donc, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, la CIRAT, qui fait aussi beaucoup de travaux. Et je pense qu'en ce moment même, je crois qu'il y a des travaux qui sont en train d'être lancés dans le cadre justement de l'évacuation des eaux de pluie et toutes ces choses-là. Et je pense qu'il faut quand même saluer ce travail-là. Non seulement le saluer, mais leur rappeler que les routes qu'on construit, tout ça, c'est très beau, mais on ne veut pas voir nos routes inondées en fait. Si c'est très beau, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut également autour pour pouvoir les maintenir toujours bien praticables, bien dans cette joliesse, si je vais dire, qu'on apprécie tous. Mais il faut continuer le travail, il faut pas s'arrêter. Et pourquoi est-ce que moi je veux être plus ou moins indulgent? C'est parce que Cotonou aussi est sur, comment on appelle, je vais dire, est sur la berge, à la fois lagunaire et également sur le littoral du golfe de Guinée. Ce qui fait que, en tout cas, c'est un territoire qui, de manière très naturelle, est très souvent inondé. Donc on a besoin certainement d'expertise, on a besoin de personnes qui maîtrisent donc ces genres de situations pour pouvoir nous aider donc à mieux urbaniser déjà Cotonou, comme l'a dit Laurent, mais également à mieux faire ces infrastructures qui vont permettre d'évacuer les eaux usées, les eaux de pluie et toutes ces choses-là. C'est un travail qu'il faut faire. C'est vrai que la CIRAT est en cours, mais ça urge également parce que Fraternité à la Une indique déjà que l'alerte météo Bénin dit qu'en 2025, il y a un risque d'inondation. Donc, il faut qu'on y pense très tôt également pour que, comment on appelle, pour que lorsque ces inondations vont commencer, ce ne soit pas des sinistrés qu'on va aller assister mais qui vont plutôt que ce soit des travaux. Voilà, plutôt que ce soit des travaux qui soient en cours. Même les écoles se permettre. Voilà, même les écoles seront Écoutez, depuis des années, vous passez devant l'école primaire publique qui est à Ménanté au bord de la voie. Depuis des années, c'est inondé. Les autorités, comme il y a, n'ont jamais réussi à trouver une solution. Donc, si là, au bord de la voie, là, après le stade, c'est inondé, imaginez ce que serait une école à Saint-Henri, ce que serait une école à Vossa. Yenawa, c'est même mieux. Oui, mais je prends Vossa, par exemple, qu'est-ce qu'une école là-bas deviendrait. Donc, je crois que il faut carrément repenser l'urbanisation de la ville de Cotonou. Dans une certaine, il faut repenser ça. Maintenant, j'avais évoqué le sujet à un moment donné pour dire, il y a peut-être possibilité de voir des projets d'urbanisation, ou si vous voulez, de réurbanisation de la ville de Cotonou, et accompagner peut-être ces propriétaires, et voir dans quelle mesure on peut les aider. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Parce que vous imaginez, quand vous regardez la maison de cette ville-là, il faut remblayer avec le coût de la vie aujourd'hui, c'est une fortune. C'est vraiment une fortune. Beaucoup d'argent. Voilà, et donc certainement peut-être seront obligés de dire, bon, nous vendons notre maison, nous quittons Cotonou, ou alors, s'ils ont le soutien, ils vont rester là. Ça dépend de tous les mécanismes qu'on peut mettre en place. Sinon, la probabilité est très forte que dans les prochains jours,
qu'on commence à crier la maison submergée, et le risque est très grand pour la population, surtout pour les enfants. Le risque d'électrocution, les risques de noyade et autant de choses. Alors qu'en réalité, on ne devait plus assister à cette situation-là, en plein cœur de la ville de Cotonou, qui est une capitale économique. Donc, je pense qu'il vaut mieux que les gouvernants aussi prennent, le ministère de l'Intérieur, la direction de la protection civile ou sociale, je crois, qui doivent monter au créneau automatiquement maintenant. Commencez pas à sensibiliser ces personnes pour dire, écoutez, il faut que vous pouvez commencer par prendre vos dispositions. C'est très important. Si on ne commence pas à sensibiliser et que demain il y a un problème, on comprendra que l'État a joué sa partition. Si on ne commence pas à apporter des soutiens pour dire, voilà ce qu'il faut faire, au cas, puisque, vous voyez, moi j'ai vécu à un moment, en 2010, une inondation à Abomey-Calavi. 2010, oui, vous parlez d'une année. Chez ma mère, cette année-là, chez ma mère, on s'est réveillé le matin, je suis allé bien évidemment, je suis allé à l'école. Le temps de revenir à la maison à midi, j'avais l'eau déjà au niveau de la hanche. Il y avait pluie? Il n'y avait pas eu pluie, il a cru. Je vous dis, le temps de quitter la maison le matin, me laver, aller à l'école, revenir, l'eau, c'est comme si on est venu verser l'eau dans la maison. C'était clôturé pourtant. On dirait que quelqu'un vient verser de l'eau dans la maison. C'est vrai que c'est dans la zone descente. Donc, vous comprenez un peu. Donc, quand la crue veut venir, en réalité, ça vous surprend. Ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Ce n'est pas que vous voyez l'eau venir lentement, mais non. C'est que vous voyez quelques heures après. Vous voyez qu'il y a un peu d'eau. Et puis après, le temps de quitter ici pour aller à Gansa et revenir là, c'est que vous avez déjà de l'eau qui vous a inondé. Donc, il faut commencer par sensibiliser déjà ces personnes-là pour dire, en dehors des pluies qui vont créer les inondations, il faut puis peut-être aussi, parce que ça fait quand même 15 ans, donc ça peut toujours nous surprendre encore. Avec le développement de Cotonou que j'observe et des villes d'Abomey-Calavi et autres, je pense quand même qu'il va falloir que les populations, en construisant les maisons, puissent les surélever. C'est très important. Parce que, je crois que c'est une bonne proposition que vous faites là. En réalité, d'abord, ceux qui sont dans les zones inondables doivent commencer par prendre leurs dispositions. Vous avez acheté une zone inondable, et ce n'est pas l'État qui vous a acheté ça. Il faut qu'on soit ferme là-dessus. Dès lors que vous avez acheté une zone inondable, prenez vos dispositions pour monter vos constructions, pour être à l'abri des problèmes. Dès lors que vous savez que la zone dans laquelle vous vivez, c'est un bas-fond, prenez vos dispositions. N'attendez pas que l'État vienne. Parce que l'État vous dira après, je n'ai pas les moyens. On va faire le procès de l'État inutilement. L'État ne va pas vous calculer avant de faire savoir, avant de se lever, savoir. C'est là où moi je vais être un peu plus dur. D'abord, en commençant, j'ai dit que chacun devra apporter sa contribution pour la construction du pays. Quand tu achètes un endroit et que tu vois qu'il y a un souci, tu dois déjà à ton niveau faire l'effort pour régler le souci. Mais les gens pensent que le remblai coûte cher, donc ils ne veulent pas se lever leur maison parce qu'ils vont plus dépenser. Si le remblai coûte très cher, pourquoi tu vas acheter un bas-fond alors? C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là qu'on doit poser. Vous savez, ce n'est pas pour être dur, pour rien du tout. On a, de manière très naturelle, il y a des gens qui habitent les berges nagulaires, quelquefois même dans l'eau, et qui construisent sur pilotis. Et ça fait quoi? La fierté du Bénin. On parle de Ganvier, on parle de tout ça. Et ça, c'est très beau. Je suis complètement d'accord. De manière très naturelle, ils ont appris à vivre ils sont comme déjà ça. dans l'eau. Maintenant, vous... Celui qui est déjà dans l'eau n'a pas peur d'être inondé. Attendez, je vais jusqu'au bout. Vous allez voir mon raisonnement. Vous voyez, ça, c'est par exemple très beau. Ils sont déjà habitués. C'est leur manière, c'est leur mode de vie depuis toujours. Depuis des siècles même, ils vivent comme ça. Maintenant, la ville, c'est-à-dire nos villes s'élargissent chaque jour, deviennent chaque jour de plus en plus grandes et certains se permettent d'aller payer des bords, des berges lagunaires que peut-être ces populations-là qui sont déjà habituées à vivre, c'est-à-dire avec des méthodes qui leur sont propres dans ces zones-là. Et vous venez, vous construisez en dur sans savoir que, attention, à un moment, il y a la crue, à un moment, il y a l'inondation. C'est là où moi je dis peut-être que l'autorité aussi doit sévir, que ces zones-là soient réservées aux locaux qui ont déjà leur habitude dans ces zones-là. Je pense que c'est fait de plus en plus. On peut pas, les berges sont de plus en plus dégagées, voilà. Il y a des projets qui sont prévus. Voilà, on ne peut pas les chasser, eux, c'est leur village, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont déjà habitués. OK, et ça c'est même très beau. Les gens viennent voir notre participation à l'humanité. Comment est-ce qu'on a pu inventer des choses pour donc s'adapter à un milieu qui est plus ou moins, on va dire, hostile. Mais on vit dedans. Donc, on voit l'ingéniosité du Béninois aussi. Ça participe aussi de comment on appelle, du prestige de notre pays. Mais cela dit, qui sont ceux-là maintenant qui ne sont pas de cette culture-là, qui vont à chaque fois acheter ces berges-là? C'est qu'il y a un problème à mon avis. C'est là où moi je dis, l'autorité aussi doit peut-être s'asseoir et savoir qu'il y a des zones qui ne sont pas vendables.
et le dire aux gens. Il ne faut pas vendre ici là aux gens. Ça appartient à l'État. Voilà. Il faut que les gens le comprennent et qu'on puisse comprendre ça. Et je vais prendre juste un simple exemple. Vous connaissez les États-Unis, il n'y a pas plus grand pays que ces gens de pays-là. La Louisiane, par exemple, c'est une zone pratiquement immergée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait comprendre aux gens de plus en plus que non, écoutez, la place de l'eau, on doit lui laisser sa place. Seulement, ceux qui ont l'habitude de vivre comme ça, avec des maisons sous pilotis, qui sont déjà habitués à cette, peuvent rester, mais les autres là, quitter. Et les gens comprennent et commencent à quitter. Ça, c'est les pays les plus industrialisés qui veulent faire de leur berge, des grands hôtels et toutes ces choses-là. Mais eux, ils l'ont compris déjà. Donc, à notre niveau aussi, il faut qu'on prenne conscience et qu'on se dise, ah, attention. Parce que vous savez, les conséquences de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, toutes ces choses-là, ça va très vite. Hein. C'est les inondations dont on parle. On n'a pas encore je me demande si on a le tiers. Regardez ce qui se passe dans les îles Canaries aujourd'hui. Oui, même en Afrique, tout récemment, il y a quelques jours, il y a une inondation dans une ville. En Espagne, quand vous regardez, mais en quelques minutes, l'eau inonde toute la ville, mais à une vitesse incroyable. Et même les voitures deviennent comme des petites feuilles dans l'eau. Oui. Voilà, donc ça charrie même des voitures, des choses qui pèsent des tonnes, mais ça les charrie comme si c'était de villes papier, de villes Moi, j'ai vu ça, j'ai pas vu ça, je n'étais pas en Louisiane, mais j'ai vu ça à Zobo ici. Hein. Oui, voilà. Donc, vous savez, la voie de Zobo, quand il pleut là, c'est complètement inondé. Entre la banque la voie est basse. Mais on avait gagné nos voitures. Le niveau de, quelques minutes, l'eau a le niveau de la voie là, le niveau est assez bas et ça fait que parfois, quand il y a une pluie, la zone est très totalement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un pays dans le monde quand même où il pleut tout le temps pratiquement. La Finlande. Ah, la Finlande. Oui. Et les gens ont développé, à défaut de penser une nouvelle forme d'urbanisation, il faut peut-être prévoir que... Les bâtiments qui flottent? Non, pas les bâtiments sont surélevés, mais pour le transport en temps de pluie, quand il y aura inondation, c'est de prévoir des bacs pour déplacer les gens, pourquoi pas. C'est une possibilité. Donc, il y a cet état de jeu. Mais moi, je pense aussi que quand on parle de zones inondables ou on parle d'inondation, parfois, on a peut-être, à première vue, on pense à la ville de Cotonou, on pense au bas-fond. Mais attention, moi, j'ai vu un cas de figure à Tampere, derrière Ita, un jour. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, vous rentrez dans une rue, là, il y a des voies secondaires. Oui. Mais finalement, une voie secondaire qui finit sur une clôture. Ah. Et quand ça finit sur quand l'eau circule là-bas, quand l'eau circule jusqu'à un niveau donné, ça c'est bloqué là. Et ça inonde toute la zone. Parce que l'eau doit circuler. Absolument. Donc, il faut aussi faire ce travail-là pour dégager ces maisons qui se retrouvent sur le coup de le lit de l'eau. Parce qu'en réalité, aussi longtemps qu'on aura des maisons qui bloquent la circulation à l'eau, qui sont sur le lit de l'eau, vous l'avez bien dit. Vous voyez, dans Tel Aviv, il y en a tellement. Hein. Je peux vous citer 2, 3, 4 quartiers où j'ai constaté cet état de choses. Au contraire même, les riverains, comment je vais dire, les habitants s'entendent et érigent une clôture pour que l'eau, l'irrigation ne passe pas par là pour dégrader leur ruelle. Et après, ça crée des problèmes. Ça crée des dommages pour d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas bloquer la circulation. Non, c'est bon, ce fait que les gens font là, on peut dégager ça. Mais ce dont je parle, c'est que les gens ont vendu des rues. C'est ça aussi. Les gens ont vendu des parcelles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent... Parce que quand vous regardez, vous voyez que la voie, ça continue, et puis après... Il y a une parcelle qui bloque la voie, là, qui doit... En réalité, ça doit tomber sur une autre voie. Là, toute l'eau ira dans cette parcelle. Et puis non, mais les maisons qui sont autour sont inondées. C'est difficile de circuler dans ces rues-là. Donc, je crois qu'il y a aussi ce travail qu'il faut faire dans la ville d'Abomey-Calavi et je ne sais pas, Porte-Novo, je n'ai pas vu pour autant ça, mais à Abomey-Calavi, c'est assez criard. Et à Cotonou également, c'est vrai que je suis parti des bas-fonds ou des zones inondables où c'est certaines autorités qui ont les moyens de remblayer à coups de millions, construire de grands immeubles là, qui vont acheter malheureusement. Parce que les pauvres qui se sont permis ça, beaucoup parmi eux ont été déjà dégagés de ces zones. Vous allez dans certains bas-fonds, certaines localités, beaucoup ont été déjà dégagés. Mais il y a des gens qui ont les moyens, qui ont peut-être le pouvoir ou bien une certaine protection qu'on ne peut pas facilement dégager. Non, moi, je pense qu'il faut réserver ça même carrément à l'État pour nous construire de grandes stations balnéaires où les gens viendront, c'est-à-dire se prélasser au bord du lagon. Je pense que ça va rapporter beaucoup plus au voilà. Moi, je pense que des individus ne peuvent pas régler ce problème-là. C'est seulement l'État, ne serait-ce que les berges, dans tous les grands pays, les berges comme ça, c'est l'État qui le prend, qui prend ça en charge. Et au fur et à mesure, maintenant, on va laisser peut-être aux grands investisseurs qui viennent
viendront construire de grands hôtels à ce niveau. Moi, je pense que ça serait... Il y a des initiatives dans la commune d'Abonka, je ne vais pas citer de nom. Il y a un avec qui j'ai travaillé. Quand vous prenez en face du campus, ils ont conçu des choses extraordinaires sur la berge lagunaire. Hein. Oui, et bien évidemment, c'est extraordinaire. Vous pentez. Vous allez là-bas, vous avez la possibilité de faire des conférences sur l'eau, sur la berge lagunaire. Là. Ça serait très beau. Oui, vous avez la possibilité de passer la nuit là. Et quand vous allez déjà au niveau là, c'est une barque qui vous prend, qui vous amène jusqu'au niveau du site en réalité. Vous mangez à un restaurant. Invitez-nous, Laurent. C'est en face du campus, vous allez voir. Non, ne m'indiquez pas, invitez-nous. Il me dit qu'il dit que non, bon, j'avais fait ça avec eux, mais j'ai pu visiter ça. Je crois que de plus en plus, on peut développer ces initiatives-là pour quand même, au lieu que ce soit des gens qui aillent habiter la pointe inondée après, il faut quand même développer ça autrement pour le tourisme. Pour rendre ça attractif, on va dire. Oui, il y a 2-3 initiatives comme ça. Sur le tronçon Kafouita, Pota, il y a au moins 3 initiatives comme ça que j'ai pu observer. D'accord. Et quand Roland parlait de barques, très rapidement, c'est juste un mot. Quand vous parlez de barques, de berges lagunaires, on parle de toutes ces choses-là. Je me souviens que j'étais à l'université, quand j'étais en cabine à l'université, on voyait comment on appelle le lagon qui sépare Calavi de comment on appelle de Porto Novo. Et à chaque fois, vous savez, quand on est jeune comme ça, on a l'esprit qui gambèche dans tous les sens. On se dit non, si j'ai l'argent, tu t'imagines, je crée ma petite société qui transporte les gens d'ici, c'est des millions directs, voilà, parce qu'en 15 minutes ou bien même en 10 minutes, les gens sont déjà à Porto-Novo. Donc moi je dis, c'est le mot aussi d'appeler ces personnes-là. Des barques, il peut en avoir. En Côte d'Ivoire, il y a bateau-bus par exemple. Voilà. Donc il faut comment on appelle, il faut qu'on puisse profiter de ça, qu'on développe ces choses-là. Oui, c'est prévu par le gouvernement déjà. Ou des bacs, il y a des sociétés qui seront certainement recrutées. Oui, voilà, et il y aura le transport entre Calavi et Porto-Novo, et c'est en 15-20 minutes. C'est déjà prévu. Ça va être intéressant. Et ça va désengager, ça va désengager aussi. Voilà. Vous savez que la situation d'Abidjan et de Cotonou, c'est pratiquement la même situation. Entre la mer et le lagon. C'est exactement la même chose. Les Ivoiriens ont réussi à créer des bateaux-bus. Moi, je vous assure, on va même prendre les bateaux-bus, pas parce qu'on a quelque chose à faire, rien que par curiosité. Et ça marche. Donc au Bénin aussi, je pense qu'on peut le faire et les autorités... Je confirme, hein. J'ai lu, j'ai été même contacté par un pays de la sous-région pour leur fournir des détails sur ce que le gouvernement prévoit. Le gouvernement a prévu quelque chose, les bateaux-bus qui vont désormais transporter de Calavi vers Porto-Novo et même Topa. Et ça va désengager le tronçon là. Oui, c'est prévu. Même vous allez à Porto-Novo, c'est rapide, en 30 minutes. Je pense que c'est une bonne vision du gouvernement. Je crois que n'importe qui doit venir en 2026, même si ce n'est pas fait avant 2026, n'importe qui doit venir en 2026 doit comprendre que c'est une source de comment on appelle de financement également, où on peut avoir de l'argent. Donc, il faut développer ça. Parce que vous savez, parfois, vous êtes ici, vous imaginez que quand vous êtes ici, parfois, vous voyez déjà parfois des choses. Quand la nuit, vous regardez des trucs de Porto-Novo à distance. Oui. Bien sûr. C'est facile quand vous montez sur cette île. Il y avait un bar après Kota en allant vers la mairie. Quand vous montez, vous voyez certaines choses. Mais Laurent, je vous ai dit, quand on est sur les bâtiments de l'université, dans le temps, le bâtiment Kiss, par exemple, vous connaissez bien le bâtiment Kiss. Quand vous êtes sur ce bâtiment, vous regardez Porto-Novo, c'est le lagon que vous voyez, c'est Porto-Novo de l'autre côté. L'autre chose, c'est que, vous savez, moi je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'il faut quand même encourager aussi le gouvernement à développer ces moyens de transport. Quand vous allez à Kmanron, pour aller dans l'Ouémé, là, c'est à peine... quelques secondes, normalement, voilà. Mais donc, on peut développer un trafic par là aussi. Plutôt que de vous voulez aller à Djoum, vous passez par Cotonou, vous passez par Saint-Podi, Porto-Novo, vous tournez tout ça là, vous voyez un peu. Donc, en 15 minutes, on est là-bas. On est là-bas. Donc, je crois que c'est prévu, le gouvernement a prévu ça. Il faut qu'on fasse ça. Si vous n'avez aucune information sur ce pot de Yahoo qui a amené vous avez des informations. D'accord, avant qu'on y arrive, alors, on apprend que la cité ministérielle quand même sera mise en service dans ce mois. Voilà, ça va changer les habitudes. Oui, je crois que la cité ministérielle, c'est quand vous passez là, vous sentez, vous avez une fierté en réalité pour ce qui est réalisé. C'est beau. C'est beau, ça, il faut l'avouer, c'est beau, c'est du beau. Et c'est la qualité du concret quand même. Hein. Donc, bon, sauf que vous connaissez mon problème. Il paraît que certains ministères, notamment, j'ai appris que le ministère de l'enseignement primaire va déménager, ou est en train de déménager déjà de Porto-Novo vers cette cité-là. On va concentrer les ministères sur plusieurs ministères seront concentrés là. Même site, et je pense que ça va
faciliter beaucoup de choses. Oui, parce que parfois, quand vous devez passer de tel ministère à tel ministère, vous devez faire un travail au ministère des enseignements maternels et primaires, venir au ministère de la Justice à Cotonou, et puis aller repartir après. Non, je crois que c'est un calvaire. Au ministère de la Santé, à Kpakpa, par exemple, c'est un calvaire. Je crois que quand tout est... Moi, j'avoue, c'est bon, c'est beau. Vous connaissez mon problème? Tout à fait. On ne connaît pas le coût. C'est ça mon problème. Je le dirai toujours. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec le coût? Non, attention. Vous voulez manger? Je vous dis, Moriagua. Mais je pense que ce n'est pas un secret. Non, Moriagua. Attendez. Non, ben, je vous salue en parlant ainsi. Moi, je dis, c'est bien, c'est beau, j'apprécie, je suis fier d'être Béninois. Envoyez ça. Donc, parfois, quand il n'y a pas certaines informations de première main, parfois, ça alimente les supputations. C'est vrai. Ça nous a coûté plusieurs milliards. Le gouvernement doit travailler. Non, sur la question, le gouvernement doit travailler davantage à lever le tabou concernant oui, donc, et là, en réalité, ça évite les supputations, tout ce qu'on entend parfois. Et je crois qu'il revient au gouvernement de travailler à cela. Sinon, je le dis honnêtement, c'est beau, c'est bon, c'est une fierté. C'est l'occasion de demander au gouvernement d'organiser une visite pour nous, pour qu'on aille voir vous l'avez visité les journalistes. On va visiter la cité. Je pense qu'on aura l'occasion. Mais cette infrastructure-là qu'ils sont en train de faire, ces infrastructures sont en train de réaliser, regrouper les ministères, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que quand tu... Excusez-moi, je reviens toujours sur mon exemple personnel. Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs? Voilà. Non, c'est pas que j'ai déjà vu ça ailleurs, j'ai déjà vécu ça ailleurs. Donc, quand tu viens au Bénin, c'est la chose la plus frappante. On te dit, je vous assure, c'est la chose la plus frappante. Quand tu viens, voilà, tu as des papiers, tu vas d'abord à Porto-Novo, tu quittes Porto-Novo, tu reviens à Cotonou, tu vas à la DBSU, c'est là-bas que tu vas aller prendre notre papier. Donc, on fait ces trajets-là comme ça, entre un même ministère, et on fait des trajets entre les bureaux. C'était bien parce que c'est à cause de ça que moi j'ai connu Porto-Novo. Quand j'ai eu mon bac, il fallait partir à Porto-Novo pour aller chercher. Ça coûtait beaucoup d'argent aux parents surtout. C'est à cause de ça que j'ai voyagé pour la première fois pour prendre un taxi pour aller à Porto-Novo. Ça coûtait beaucoup d'argent par contre. Alors que les mêmes choses qu'on faisait, par exemple dans d'autres pays, on vous dit, tu vas à la tour A, quand tu arrives à la tour A, le bureau pour telle chose, c'est le ministère déjà qui est déjà de tel étage à tel étage, tout le ministère est là. Quand tu quittes le bureau tel, tu vas ensuite dans le bureau tel, tu fais, et toutes tes choses, tu les fais dans le même ministère. Simplement, tu rentres dans tel bureau, tu sors de là-bas, tu as pris l'autre papier, tu descends à l'autre étage, tu fais telle chose et tu repars. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Donc, on devait quitter quelquefois une ville pour une autre. Au minimum, un quartier de Cotonou pour un autre quartier de Cotonou. On y arrive. Je crois que je reviens sur l'information sur le coup. J'ai fini par avoir le coup. Vous avez le message. Non, parce que automatiquement, il vous a informé. Non, pas informé. Moi, vous savez, constamment, je suis dans les recherches. Vous savez qu'à plusieurs reprises, j'ai soulevé la question des coûts de cette réalisation. On n'a pas eu ça. Ça a coûté combien? Ça a coûté 60 milliards 700 millions de francs CFA. Je vous ai dit que ça a coûté plusieurs milliards, non? Non, pas devoir d'honnêteté. Je me devais de rappeler que j'ai le coût. Ça fait 60 milliards. C'est ce que je vous disais. Je dis généralement, 60 milliards de francs CFA. En fait, le gouvernement ne communique plus comme les autres. Non, il y a des choses qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas le coût. Oui, et vous savez que ça a toujours été mon combat. Pas parce qu'ils en font un secret, mais parce que ce n'est pas leur objectif de communiquer dessus. Pour beaucoup, quand les gens... Bon, regardez par exemple les routes, quand comment on appelle le député, enfin l'ancien député Guy Mitokpe avait parlé donc de la voie, de l'autre, que ça avait coûté telle chose, tel tronçon, mais ils sont revenus dessus. C'est Jacques Ayagi lui-même qui est monté au créneau pour lui dire non, attention, vous avez fait peut-être mal le calcul, le tronçon c'est tel tronçon, par contre le coût c'est ci, et puis il a réglé le problème. Justement, vous savez, le fait qu'Ayagi monte au créneau pour donner des informations, des détails, c'est ce qu'on veut en réalité. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose terre à terre. Non, je suis d'accord avec vous. Attendez, vous êtes chef quartier de Glo Yekon. Vous dites à la communauté que vous avez acheté ce portable, mais vous n'avez pas dit le coût. D'accord? Mais il se fait qu'après, vous n'êtes plus chef quartier de Glo Yekon, c'est Mori qui est chef quartier de Glo Yekon. Mais qui vient nous dit que lui, il a acheté le portable là à 100 000 francs. Et vous voulez le dénoncer. Mais on vous rappellera que, est-ce que quand vous avez acheté là, est-ce que vous avez dit que vous avez acheté ça à 80 000 francs? En fait, c'est tout le problème à mon niveau. C'est-à-dire que si nous, on dit les coûts des réalisations aujourd'hui, aucun gouvernement demain ne pourra venir nous faire de la surestimation, ne viendra nous dire que ce qui peut coûter 100 francs, on a fait ça à 120 francs. En ce moment, on donnera raison aux autres. Donc, je crois que véritablement, pour que ce n'est pas sur de transparence, sur des trucs aussi essentiels et banals, qui semblent être banals parfois, il faut donner les coûts.
pour la postérité, dès lors que quelqu'un d'autre, un expert ou bien d'autres structures viendront nous proposer les mêmes travaux, que ces sociétés ne viennent pas faire de la surenchère, mais quand tu leur disais, attention, on avait déjà réalisé ces travaux-là. Ça nous a coûté temps. Je suis complètement d'accord. Ça veut dire que moi, je disais simplement qu'avec ce régime, on est plutôt déjà habitué à ça, quoi. Eux ne communiquent pas sur ces choses-là. Ils finissent de réaliser, on voit, et puis bon, voilà. Donc, ils sont un peu dans cette logique, je ne sais pas pourquoi. Mais généralement, ce n'est pas non plus secret. C'est ce que je veux dire, que généralement, quand on fouille un peu, immédiatement, ils sont obligés de... Il y a des choses qui ont été réalisées, on a fouillé, on n'a pas trouvé. Rapidement, on ira sur une autre préoccupation. On ira sur deux autres préoccupations, mais vous serez très bref. J'ai comme impression que par rapport au fichier, l'audit du fichier électoral, on communique un peu trop. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce que c'est le comité qui communique ou c'est les journalistes qui ont préféré communiquer? Parce que si dans l'argent qu'on leur a donné, il n'y a pas l'argent pour communication et que vous voyez les informations à la une, ça suppose que ce n'est pas le comité qui communique. Parce que nous savons très bien comment ça fonctionne. Nous sommes purement dans la communication et les gens communiquent. Mais qui communique? Il faut d'abord chercher à savoir qui communique. Ce matin, j'ai pu lire que le Parti des démocrates émet des réserves. Donc ça suppose que ce n'est pas une communication. Non, en fait, je parle plutôt du titre qui nous parle de l'audit du fichier électoral, la feuille de route. Oui, non, en réalité... Ça, c'est la structure qui communique. Oui, non, pas forcément. Parce que malheureusement, ou je ne dis pas malheureusement, nous journalistes, nous sommes obligés à la recherche d'informations. Donc, dès lors que le comité est mis en place, en réalité, un bon média doit chercher à être en contact avec les responsables du comité ou bien le comité pour savoir quelle est l'évolution. Et ça vous permet d'avoir même la primeur de l'information et de livrer. Et ça permet à ce que les gens davantage vous lisent. Donc je crois que, est-ce que c'est le comité, est-ce que dans l'argent là, ils s'amusent à donner de l'argent aux journalistes pour communiquer? Je ne crois pas. Je pense que c'est les journalistes qui font leur travail et attendent de voir. Maintenant, on peut aussi fouiller pour voir. Peut-être que si c'est le comité qui communique, si c'est le comité qui communique, autant mieux qu'on envoie une équipe d'IDEN-TV aussi pour aller faire des reportages. Oui, et qu'on paye les frais de reportage. Mais je ne pense pas. On va finir par nous de cette affaire de pot de Yahoo. Bon, vous laissez Ouma parler d'abord. Non, par rapport, non, c'est juste un mot, par rapport à, comment on appelle, par rapport à l'audit du fichier électoral, moi je voudrais dire tout simplement que, en fait, c'est le sujet qui alimente lui-même de manière très naturelle le fait que les journalistes s'intéressent beaucoup à ça. C'est un sujet qui est assez sensible, ça peut être une pomme de discorde si jamais on ne fait pas attention, on l'a dit, répété sur ce plateau. Donc ça fait que tout le monde s'intéresse un peu à ça, et quand on parle d'audit aujourd'hui du fichier électoral, on a tendance à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le journal. Donc les journalistes aussi surfent sur la chose. Je ne pense pas que ce soit, comment on appelle, les membres du comité de pilotage qui soient en train de... Non, je ne pense pas. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pot de Yahoo? Non, l'affaire du pot de Yahoo, c'est un Zémilian qui a pris un client et qui lui a demandé de l'amener à Doumen. Nous sommes dans la commune de Savalo, bien évidemment. Et puis, en cours de route, le client décide de prendre une boisson énergisante et prend un pot de Yahoo en plus. Et donc, il donne le pot de Yahoo aux Zémilians. Et il commence des appels interminables. En fait, ça veut dire qu'il avait préparé son coup. Donc, le temps qu'il fasse les appels, il faisait appel sur appel, les Zémilians étaient obligés de prendre le Yahoo. Donc, il a pris le Yahoo, il s'est endormi, et puis le monsieur est parti avec sa moto, même son maillot de Zémilian est parti. Et donc, ça s'est passé le 28 février, et c'est pratiquement le 2 mars que le Zémilian a fini par faire signe de vie, parce que ses parents le recherchaient du 28 au 2. C'est le 2, en tout cas sur les informations que j'ai lues. Et donc voilà un peu, donc on lui a pris le Yahoo. Et il a déjà dormi du 28 au 2. Non, je ne sais pas si c'est du 2, mais en réalité c'est tellement que... Il a perdu le réseau. C'est tellement à cause de la situation. Il a perdu le réseau. Il était peut-être déstabilisé, traumatisé, il est resté quelque part à réfléchir avant de peut-être faire signe de vie. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un autre inconvénient du travail de Zémilian. Excusez-moi, non, mais c'est pour être plus sérieux. En fait, vous voyez, c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. On vous donne quelque chose. Il faut amener ça à la maison. D'abord. Moi, je le dis. Donc, il devait amener ça à la maison pour montrer ça à sa femme. Je ne le connais pas. C'est lui qui m'a donné ça. Peut-être que la dame va dire... Ce pot de Yahoo, là, fait attention. Et puis bon, peut-être que la nuit, il allait dormir simplement, et puis voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, il a mangé au dehors, ce qu'on lui a donné au dehors. Ce qu'on dit aux enfants de ne pas faire, lui-même, il a fait. C'est bizarre, hein? Comment on peut prendre un pot de Yahoo qui va endormir les Zémilians si ce n'est pas préparé avant? Oui, l'autre, c'est malfaiteur, c'est lui qui l'a inoculé quelque chose, il a mis quelque chose dans le Yahoo pour l'endormir. Je crois qu'il y a des gens de mauvaise foi. Donc,
En réalité, on ne va pas peut-être... Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Moi, je le dis, chaque fois quand il prend un émignon, il doit m'arrêter pour manger. J'invite les émigrants à s'asseoir à manger également. Mais jamais je lui donne une emballage, jamais. Parce qu'il faut éviter ça. Parce qu'éventuellement, tu peux lui donner, il peut avoir... Des coïncidences bizarres, le gars, il finit de manger alors qu'il avait déjà mangé. Mais si c'est pour aller acheter à manger, on mange ensemble dans la même dame. On nous sait ensemble, on mange. Moi, c'est la manière, moi, peut-être, pas les aider, bon, d'être... En communion avec quelqu'un. Mais je pense que les trucs, l'emballage à donner, quand les gens vous donnent, j'en appelle à la vigilance de tous les émigrants. Il faut faire très attention, surtout les boissons. Ce n'est pas le premier cas, il y a d'autres émigrants qu'on a amenés dans des bars, on leur a pris une bière, et puis après, ils démarrent ensemble. Quand ils finissent de boire, on démarre en même temps, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'endorment dans la buvette. Oui, voilà, donc ils démarrent, quittent là à peine 200-300 mètres, et puis il perd connaissance, l'autre prend la moto et s'en va. Donc, il faut que les émigrants soient très éveillés. Boissons, évitez. Ce qu'on vous donne, emballage, tout ça là, évitez. Et puis aussi, pourquoi pas, quelqu'un vous invite à manger, si vous n'êtes pas rassuré, dites, fendez-moi ça dans un emballage, j'amène ça à la maison, après je mange. Quand vous allez, la personne vous achète ça, vous prenez dans l'emballage, vous rentrez chez vous là. Vous vous enfermez, vous mangez. Si vous devez dormir, vous dormez là-bas. Vous dormez les 3 jours, vous perdez le réseau pendant les 3 jours et puis après vous réveillez. Mesure de prudence, c'est très important. Non, je partage exactement la même. Ça me fait sourire, moi, personnellement, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bon. En tout cas. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci, Laurent.